Voilà, donc concernant le spermogramme, on va parler du spermogramme en lui-même, de la spermoculture, du test de survie et surtout des indications en fonction des résultats du spermogramme. Vous le savez, le spermogramme, on essaie d'avoir un délai d'abstinence convenable, c'est-à-dire entre 2 et 5 jours. Pourquoi 5 jours? Selon les publications, vous verrez 5 jours, 6 jours, certains 18 jours. On sait que plus on attend, plus vous allez avoir une numération élevée, mais vous aurez une mobilité qui sera altérée, avec une nécrospermie, une vitalité qui sera altérée. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir une abstinence relativement courte, entre 2 et 5 jours. On préconise des abstinences encore plus courtes si le sperme est de mauvaise qualité, parce que si de mauvaise qualité, on sait que c'est des problèmes qui sont dus aux conditions de stockage des spermatozoïdes dans l'épididyme. Et donc on va dire, pour des spermes qui ne sont pas bons, de faire une abstinence de 1 ou 2 jours. Mais là, je parle de tentative d'insémination ou d'assistance médicale. Dans le cas qui nous concerne, c'est entre 2 et 5 jours. Et évidemment, si vous avez un spermogramme qui est altéré, ça peut être intéressant de le refaire, mais pour le refaire, c'est bien d'attendre 2 ou 3 mois parce que la spermatogénèse, c'est 72 jours. L'azoospermie, c'est pareil, on contrôle toujours une deuxième fois à distance parce qu'on sait que des épisodes grippaux, des épisodes particuliers peuvent sidérer totalement la spermatogénèse. Et du coup, c'est intéressant, c'est important d'avoir un deuxième recueil à distance. Alors, si vous avez une azoospermie, Dieu merci, c'est pas souvent, mais on en voit. Et dans ces cas-là, il faut, au bout de 2 spermogrammes, proposer un karyotype et les microdélétions du Y. Alors, j'en parle rapidement, mais les microdélétions du Y, c'est pas si rare que ça. Ça concerne 8 à 10% des patients qui sont azo. C'est donc une délétion sur le chromosome Y. Il y en a 3 types, AZF-A, AZF-B, AZF-C. Rien à voir avec l'usine de Toulouse qui a sauté. Mais on sait que c'est pas si rare que ça. Et c'est la première chose qu'on fait quand on propose un patient à la biopsie testiculaire. On ne va jamais à la biopsie un patient qui a les 2 premières délétions AZF-A et B. Par contre, si c'est AZF-C, on sait qu'il peut encore avoir des spermatozoïdes et que surtout, le temps est compté. Et parce que dans les années qui suivent, il pourrait ne plus avoir de spermatozoïdes. Alors, l'OMS a publié des lignes directrices de normalité depuis 87, avec des mises à jour régulières, 92, 99 et 2010. Les seuils de normalité au départ, c'était des seuils qui étaient fondés en 1950. Alors, certains travaux ont démontré qu'il y avait depuis 50 ans des baisses assez significatives des spermatozoïdes. Il faut quand même pondérer ça avec aussi la montée en puissance des outils diagnostiques et des laboratoires qui travaillent maintenant beaucoup plus sérieusement qu'autrefois. Mais j'ai repris quand même une citation. Un homme produit 2 fois moins de spermatozoïdes que son grand-père au même âge. Oui, il en produit 2 fois plus longtemps. On peut voir ça comme ça. Mais avec une tératospermie qui va avec alors. Donc, dans le nouveau manuel de l'OMS, les normes ont été sorties à partir de la liste de sperme de 14 pays, 4500 hommes au total, sur 4 continents, l'Australie, la Chine, le Danemark, l'Allemagne, le Chili, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Et il fallait absolument que, sur ces patients-là, il y ait une grossesse dans l'année qui suivait. Et à partir de ces résultats-là, ils ont pu sortir des normalités. Donc, la référence mondiale, c'est l'OMS. C'est vraiment, où que vous alliez, c'est eux qui ont le dernier mot, et c'est avec eux qu'il faut compter. Là, il n'y a pas de chapelle différente, c'est l'OMS qui décide de tout. Et la différence la plus frappante sur l'OMS 2010, c'est l'évaluation de la morphologie. Alors, on va le voir dans le tableau qui suit, mais ça a beaucoup changé. Il y a 2 paramètres différents sur l'évaluation de la morphologie, on en parle juste après. Et l'autre paramètre qui a beaucoup changé ces derniers temps, c'est la mobilité. Depuis 2010, on a une mobilité qui est beaucoup plus... qui est bien revue à la baisse, avec des paramètres de mobilité qui comprennent l'ancienne mobilité A plus B. Les progressifs, c'est les progressifs rapides et les progressifs lents. Avant, c'était A et B. Maintenant, on parle de progressif. On va le voir juste après dans le tableau qui suit. Voilà. Donc là, vous avez tous les paramètres d'un spermogramme avec le spermogramme en dessous.
Concernant le volume de l'éjaculat, avec l'OMS antérieure, c'était 2 à 5 millilitres. On est passé à 1,5 pour les. En dessous, ce sont des hypospermies. Au-dessus de 6, c'est des hyperspermies. À pas mélanger avec les oligospermies, qui sont une diminution de la numération. Alors, vous le voyez, on a élargi les fenêtres. Le pH, ça n'a pas changé. Les leucocytes, c'est toujours supérieur à 1 million quand vous avez un contexte séminal inflammatoire. La vitalité, c'est supérieur ou égal à 58%, ça n'a pas beaucoup changé. La numération, alors l'oligospermie dont je parlais avant, c'était 20 millions. Depuis 2010, c'est 15 millions. On ne parle plus trop de 200 millions pour le polyspermie, c'est quand même pas des valeurs qu'on retrouve souvent. Voilà, la mobilité dont je vous parlais, vous voyez maintenant, c'est P pour progressif. L'OMS préconise de ne plus parler de fléchant, mais de progressif en général. En France, on est quand même attaché à ce A plus B, parce qu'on peut s'apercevoir que justement, si le A est très faible et le B est très important, on peut quand même voir des problèmes particuliers. Donc, avant le A, c'était une normalité supérieure à 25%. Maintenant, on ne considère plus le A tout seul, c'est le A plus B, qui est supérieur ou égal à 32%. Et auparavant, le A plus B, c'était 50%. Hein, voilà, et maintenant, on considère A plus B plus C supérieur ou égal à 40%. Voilà. La mobilité des spermatozoïdes à la 4e heure, je ne l'ai pas marqué, mais c'est la valeur retenue par l'OMS, c'est une baisse inférieure à 50% de la mobilité de la première heure. Autant vous dire que les asténospermies de la 4e heure, ça va être très 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 rarement. Voilà. Ça, c'était vraiment le gros paramètre qui a changé avec le dernier paramètre que vous avez en bas du tableau. Alors, là, il y a une petite erreur en fait. Hein. La mobilité, morphologie normale des spermatozoïdes pour l'OMS, c'est pas une classification de David modifiée. Là, ce que je vous ai mis, c'est la classification que nous utilisons en France. La classification de David, vous le savez, avant c'était 30%. Et maintenant, c'est 15%. Mais si vous regardez les bouquins internationaux, on va parler de la classification qu'on appelle la classification de Kruger, qui ne tient compte que de la tête du spermatozoïde, qui ne tient pas compte du flagelle. Et là, ça va être 4%. 4% de forme normale, et c'est normal. Le Kruger, c'est une analyse morphologique qui est faite avec un ordinateur qui s'appelle le Hamilton, et qui va vraiment regarder le spermatozoïde d'une façon très 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 particulière. Peu de centres utilisés en France, et honnêtement, quand on vous rend quelque chose comme 5 ou 6%, ça ne veut pas dire grand-chose. On considère, nous, que la classification de David modifiée, qui est de 15%, donne quand même beaucoup plus d'informations pertinentes. Voilà. Donc c'est vraiment à pondérer par rapport à ce que vous avez pu voir il y a encore quelques années dans les livres. Alors, on a vu le spermogramme, maintenant on va voir la spermoculture. Alors, nous, pour les deux indications précises, c'est évidemment si vous avez des causes, si vous avez dans votre spermogramme des leucocytes supérieurs à 1 million, ou des flagelles très enroulés supérieurs à 10% de votre spermocytogramme, ça va être intéressant de faire une spermoculture. Si vous la faites, il ne faudra vraiment pas oublier les chlamydiés. Hein. Les chlamydiés, c'est quand même pas si rare que ça. On fait de la PCR dessus, on a des résultats quand même qui ne sont pas assez. Les notes ou non, ça c'est automatiquement. Non, alors le mycoplasme, c'est compris, c'est prévu dans le spermogramme, dans la spermoculture, on fait automatiquement le mycoplasme. Si vous voulez les chlamydiés, il faut le rajouter. Ça, c'est important. Mais quand on passe plus spermogramme, spermoculture quand même, systématiquement. Absolument. Si vous ne mettez pas spermoculture, on ne peut pas le faire. Oui, donc il faut le faire systématiquement. Sur un spermogramme de débrouillage, ce n'est pas indispensable. C'est indispensable avant des assistances médicales à la procréation, mais sur un spermogramme de débrouillage, ça n'est pas forcément obligatoire. Parce que là, c'est pas marqué. Moi, je l'avais pas marqué sur l'ordonnance, je l'avais mis. Tu es sûr? Ah oui, c'est vrai. Je ne marquais pas, moi je pensais que ça s'était fait systématiquement. Ouais. Et donc en fait, quand on a un problème d'hépatite de couple, on demande uniquement le spermogramme plutôt. On n'a pas besoin de... Ça peut être intéressant de faire juste du spermogramme si c'est un premier bilan pour savoir si monsieur est fertile. Après, quand on rentre plus dans le vif du sujet, pour les inséminations, les assistances médicales de procréation, il faut. Alors j'ai dit 6 mois, je crois que la loi c'est 3 mois. C'est assez dur à tenir. Non, c'est pas aussi simple que ça. On a regardé, en fonction des inséminations ou des AMP, c'est pas forcément 6 mois. 6 mois pour les inséminations uniquement. Pour les filles, c'est pas, il y a pas de. 6 mois de pas marqué. En tout cas, nous on s'aperçoit. En tout cas, nous on s'aperçoit qu'on a quand même quand on a un Escherichia coli qui est positif,
il faut le traiter, parce que c'est le germe qui ne nous permet pas de travailler de manière efficace, parce que quand on fait un gradient de densité, avant une insémination, eh bien ce germe-là, il va se retrouver dans le culot et on peut pouvoir l'inséminer. Donc c'est très important de contrôler dans les 6 mois qui précèdent, en tout cas, une AMP. Ça coûte cher le spermoculture parce qu'on nous avait appris que plutôt que de leur faire refaire c'est mieux de tout demander d'un blanc. Oui. Dans l'intérêt du patient, si vous savez que le recueil est difficile, si vous savez que le monsieur rechigne, autant tout faire. Parce qu'effectivement, on peut avoir des problèmes à envoyer le conjoint de madame faire un spermogramme. Ça, on le voit assez souvent. Mais vous, quand On marque spermogramme, spermoculture. vous pouvez juger aussi en fonction du résultat du spermogramme, c'est la spermoculture. Oui, mais ça, c'est assez. Effectivement, si on voit beaucoup de leucocytes, on peut être amené à le faire, mais c'est assez compliqué parce qu'il vous demande une ordonnance. Non, mais on peut le mettre, et puis c'est vous qui jugez. Ouais, mais c'est compliqué. Non, mais sur la demande, c'est pas fait, après les patients font. Et quand tu dis tout faire, ça veut dire spermogramme, spermoculture et chlamydia. Oui, Hein, c'est ce qu'il faudrait marquer sur l'ordonnance. Non, le test de survie, ça n'a aucun intérêt sur un bilan de débrouillage, c'est sûr. Mais spermogramme, spermoculture, chlamydie, vous cerclez bien le truc et comme ça vous êtes tranquille. Ah oui. Bon, et puis quand vous avez un germe, alors on va pas rentrer dans le détail des spermocultures, mais quand vous avez un germe site bacille gram négatif qui est supérieur à 10 puissance 4, c'est de toute façon si on vous rend une spermoculture avec un antibiogramme, c'est qu'il faut traiter. Si on ne vous rend pas de sperme, si on vous rend pas d'antibiogramme, c'est que c'est pas la peine de traiter. Voilà. Et pourtant, des fois, quand il y a beaucoup de leucocytes, là, ça bouge, je sais pas quoi. Là. Oui, Ça bouge. Ça bouge quoi? ça bouge pas. Ça bouge. Ça, c'est un autre problème. C'est vrai que quand tu les, des fois, quand tu les mets sous anti-inflammatoire, Oui. d'un seul coup, tu vois tous les germes qui apparaissent. Mhm. Alors, si vous avez 2-3 germes, on parle de souillure en général. A fortiori, s'il n'y a pas de leucocytes, on ne va pas s'énerver. Mais si Et tu as là-dessus, beaucoup de leucocytes et si tu n'as pas de germe, alors, c'est là où il faut faire le chlamydier, justement. même avec chlamydia négative. Alors, si le chlamydier est négatif, s'il y a beaucoup de leucocytes, effectivement, on a des spermogrammes qui sont stériles et qui ont une composante inflammatoire importante. Et des fois, donc là, on fait un traitement anti-inflammatoire, d'accord, et on fait un contrôle à distance pour Et voir là, si si tu as juste quelques germes ou quelques colis, des choses comme ça. Alors, si t'as un colis, c'est pas quelqu'un. Un colis, c'est vraiment notre bête noire. Puissance 4. Ouais, super à 10. Un colis, même à 10,3, même à 10,2, c'est des leucocytes, il faut traiter. Le colis, il faut le traiter. Les BG-, on les traite. Si vous avez un fécalis à 10,2 ou 10,3, vous pouvez ne pas traiter. Combien de temps il faut les traiter? C'est une très bonne question. Je l'ai marqué, en fonction du germe, c'est 15 jours à 3 semaines. Chez nous, c'est pas enfin, j'ai pas- 15 jours à 3 semaines, le minimum. Et si vous avez un mycoplasme, et si vous savez que c'est récurrent, il ne faut pas oublier de traiter la conjointe. Hein, sinon, c'est ping-pong. Ah, ça dépend. Ça dépend. Ah, mais Parce que la bobo, quand elle a discuté le jour, Mais on s'aperçoit quand même en AMP, qu'on a souvent des patients qui récidivent. Alors, on sait aussi qu'il y a des patients qui ont des spermes. Il y a des substances dans le spermogramme qui font, dans le sperme, qui font qu'on peut être plus facilement infecté. Certains patients sont infectés très facilement, d'autres non. Donc on sait que ces patients-là, il faut les surveiller. Quand on sait qu'ils ont été positifs une première fois, c'est des gens qu'il faut suivre. le mycoplasme, c'est un germe, ça profite. Oui. Donc, Oui, enfin quand tu l'as à 10,4 ou 10,5, 103. Par Oui. contre, il faut traiter. voilà. Et quand c'est récidivant, Quand tu l'as à 10,2, tu traites pas. etc., On est d'accord. ça a faim. Complètement. Mais encore une fois, on fait en sorte de bien vous accompagner et de mettre l'antibiogramme si c'est nécessaire. Si vous ne voyez pas l'antibiogramme, a priori, il n'y a pas de traitement nécessaire. Tu as des spermocultures négatives avec des leucocyturies très importantes. Et quand tu les traites, parce qu'il faut les traiter systématiquement, c'est ça? Ouais. Là, tu vois apparaître les germes après. Et avec le temps, tu traites tout le temps, Non, Alors, on vous donne l'antibiogramme, on vous le met. On vous le met, mais en général, des antibiotiques à élimination urinaire, l'euroquinolone, pénicilline. Ça dépend. Après, si c'est des mycoplasmes, ça va être plutôt des cyclines. Et quand c'est des mycoplasmes, c'est cycline et c'est transmis. Au niveau sanguin, ça fait. C'est pour ça qu'il faut les traiter. Voilà. Sur les indications, là j'ai voulu faire un tableau le plus simple possible parce que c'est pas vraiment l'objet de la soirée. En gros, pour que vous ayez des idées assez claires, j'essaie de simplifier au maximum. Quand vous avez un spermogramme qui est altéré, effectivement, si on veut le contrôler et si on veut vérifier l'altération, c'est bien de rajouter le test de survie. Et celui-là va vous permettre de voir si vous pouvez faire des inséminations. Classiquement, si vous avez moins de 1 million de spermatozoïdes sur le test de survie, ça peut
vouloir dire que l'assimilation n'est pas forcément indiquée. Alors attention, c'est mettre avec des pincettes. Si vous avez une patiente qui a moins de 30 ans, avec un monsieur qui a 800 000 spermatozoïdes par millilitre au test de survie, ça peut être intéressant quand même de faire 1, 2 ou 3 inséminations pour voir. Si le monsieur il a 200 000 spermatozoïdes au test de survie, vous laissez tomber l'insémination, c'est pas possible, on perd du temps. Voilà. La recommandation de bonne pratique, c'est plus de 1000. Absolument, c'est ce que je mets. C'est ce que je mets. Après, évidemment, si la patiente elle a 38 ans, même s'il a plus de 1 million, on va pas perdre de temps. Hein. Le temps compte, et ça c'est vraiment, si jamais ça je vais faire passer ce soir là-dessus, c'est on a sur les patients de plus de 38 ans, même 37 ans, faites une FSH très vite pour voir. Si elle a une FSH qui est limite, il faut partir en FIV très très vite. Là, il n'y a pas de souci. Si elle a une FSH qui est basse, si elle a une AMH, si vous avez un doute avec la FSH, faites la AMH. C'est pas remboursé, mais l'HS la recommande, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que des FSH normales peuvent avoir on peut avoir des oestradiol un petit peu élevés, et là dans ces cas-là, faites la MH, et si elle est proche de 1, il faut foncer, c'est la FIV. Hein. C'est vraiment le truc qu'il faut retenir, c'est ne pas perdre de temps chez ces gens-là, parce que le temps, il se rattrape jamais. Si vous avez moins de 500 000, il n'y a pas de souci, c'est l'ICSI. Entre les deux, on discute, mais en général, c'est la FIV. Alors, si la patiente a une étiologie qui est idiopathique, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas, on a plus de 500 000 spermatozoïdes après le test du survie, enfin plus d'1 million, la patiente a plus de 38 ans, et on ne sait pas trop pourquoi il y a une infertilité, on va avoir tendance à passer directement en ICSI, parce qu'on s'en voudra toujours de ne pas avoir d'embryon en FIV si la patiente a 40 ans par exemple. Hein, ce sera une tentative de perdu, et surtout 3-4 mois de perdu. Donc nous, et c'est la force du centre de Pau, c'est que nous, quand il y a une patiente qui rentre dans le circuit FIV, on va très vite. Quand vous allez au CHU, c'est des délais de 6 mois, 1 an, 2 ans. On a des cas typiques à Toulouse de patients qui ont fait 6-7 spermogrammes, d'accord, parce qu'ils sont bicéphales, d'accord. Donc s'ils font le spermogramme, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne marche pas, ils sont très bons. Ils ont un très bon service d'andrologie, mais le jour où l'andrologue va dire OK, feu vert pour l'ICSI, on a un cas concret, il y a 2 ans, d'une patiente qui a été refusée parce qu'elle était trop vieille. D'accord ? On l'aurait fait 1 an plus tôt et elle aurait été acceptée. Donc, c'est la force du centre FIV de Pau, c'est qu'en général, on n'a pas d'entonnoir, d'effet entonnoir. Quand une patiente va en FIV, si on voit qu'elle a un âge certain, on fonce et dans les 2-3 mois qui suivent, elle a sa FIV. Voilà, donc on a fini sur le volet spermogramme. Pardon ?